Donc, vous me suivez? Donc, là, c'est une position sur laquelle il faut être clair. Ce n'est pas une question religieuse, c'est une question politique de résistance. Et nous devons nous positionner dans la reconnaissance de la mémoire de ce peuple, de sa culture, de sa dignité. Faites en sorte, vous savez, faites en sorte, même par rapport à votre origine à vous. Pour la majorité d'entre vous, vous venez de pays africains, nord-africains, et même certains d'entre vous, vous venez d'ici, de la France, vous avez pu, vous êtes pro-palestinien, vous défendez les opprimés. Faites attention que nous, tout notre discours politique ne soit pas simplement une défense des causes politiques. La cause culturelle est politique. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand dans le monde aujourd'hui, quand un Arabe meurt, ou un Asiatique meurt, ou un Africain meurt, c'est comme s'il était moins important qu'un Occidental qui meurt. C'est comme si un militaire américain, un militaire français, quand il meurt, ça vaut plus qu'un militaire africain. Quand au Mali, on les a envoyés au premier rang, quand en Irak, on les a envoyés au premier rang, qu'il y avait des centaines qui mouraient, il y avait des centaines d'Arabes. Mais un ou deux Français ou Américains, c'est une affaire nationale. La résistance politique est aussi une affaire culturelle, c'est de dire la dignité des gens qui meurent. La dignité des femmes et la dignité des hommes, des Africains et des Palestiniens, qui sont des êtres humains. Et à l'heure où je vous parle, il y en a, tout à coup vous entendez, 3 Palestiniens sont morts. C'est comme si c'était rien, c'est tellement habituel. Et cette sous-évaluation de la dignité de certains individus dans certaines catégories sociales ou culturelles ou religieuses devient un vrai problème. Si vous entendez ce qui se passe en Birmanie avec ce génocide, ça passe, c'est leur vie a moins de valeur que la nôtre. Donc notre première résistance en termes politiques, c'est de dire attention, la valeur de la vie humaine, elle est la même pour tous. Blanc, noir, femme, homme, musulman, pas musulman, nous on ne fait pas de distinction. Et donc on pose cette dimension-là. Puis ensuite on pose la dimension culturelle également, d'une revendication, d'une culture, d'une mémoire, d'une société, de religions qui ont le droit et qui ont la nécessité de cohabiter. Et le dernier élément, et ça c'est sur laquelle je vous invite à beaucoup réfléchir, vous êtes installé en France, vous vivez avec des concitoyens dont certains d'entre eux ne savent même pas, ne connaissent pas la question palestinienne ou pas suffisamment, ils écoutent ce qu'on leur dit dans les médias, ou ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit pas, ou ils n'entendent pas ce qu'on leur dit pas, parce que souvent on ne leur dit rien. Eh bien c'est à vous de faire le travail. Sortez la cause palestinienne de son ghetto médiatique, ou de son ghetto culturel, ou de son ghetto religieux. Faites-en une affaire qui dépasse, qui transcende. Faites-en une affaire de votre conscience avec les opprimés, comme vous devriez être avec ceux du Congo, comme vous devriez être avec ceux du Tibet. Il faut absolument qu'à l'intérieur de notre conscience, de notre compréhension des choses, nous sortions des clivages, nous sortions de nos enfermements et que nous travaillions de façon beaucoup plus importante. Alors je l'ai dit ce matin aux étudiants, je vous le répète ici, il y a énormément de femmes et d'hommes qui sont partisans de cette lutte, qui ont envie de pouvoir dire quelque chose. Certains le craignent parce qu'il faut en payer le prix. Le prix, ça peut être l'ostracisme, le prix, ça peut être la stigmatisation. Encore une fois, il y a un prix à payer. Après, il faut le faire avec sagesse, il faut savoir à quel moment il faut dire les choses, il faut savoir comment les dire, il faut savoir avec qui les dire. Puis parfois, il faut faire dire à quelqu'un des choses que vous ne pouvez pas dire parce que vous allez payer plus. Le plus important, c'est que ça soit entendu. Donc parfois, certains peuvent dire des choses que vous ne pouvez pas dire. Ça, ce n'est pas du manque du courage, c'est de la stratégie. Il y a des choses où il faut savoir quand dire les choses et comment il faut les dire. Mais comprenez bien une chose, pas d'expression de pitié à l'endroit des opprimés, mais rappelez-vous simplement que les opprimés vous renvoient à la conscience de votre propre dignité. Une femme et un homme qui se tait quand on opprime n'est pas vraiment une femme, n'est pas vraiment un homme. C'est aussi simple que ça. Si vous arrivez à vous taire et à ne pas être ému, souvenez-vous d'une chose. Dans la tradition, il nous est dit que le minimum de la foi, c'est quand vous voyez quelque chose qui est détestable, votre cœur ne l'aime pas. Mais si à un moment donné, votre cœur s'est tellement habitué à l'oppression que vous n'avez même pas de frisson quand vous entendez ce qui se passe, que vous ne vous sentez pas concerné, eh bien c'est qu'une partie de votre humanité a disparu. Une partie de votre humanité a disparu. Et quand ça ne vous fait plus rien,
faut vous demander encore ce qui reste de ce que vous êtes, si ça ne vous fait plus rien. Dans toutes les situations de pression. Dans toutes les situations de pression. La seule chose que je retiens du début de la révélation, pour quelqu'un qui est croyant, la seule chose que je comprends de la conscience, c'est que à un moment donné, dès que vous avez la conscience des valeurs, vous vous tournez toujours vers les plus pauvres et les plus opprimés. Toujours. C'est eux qui réveillent. Et il faut en payer le prix. Vous savez, le monde est facile. Le monde va très très vite pour célébrer ceux qui ont été les martyrs des justes causes. À un moment donné, Martin Luther King, on a fêté les 50 ans de son discours par les gens qui ont infiltré le groupe de Martin Luther King pour l'assassiner. Et 50 ans plus tard, on vous dit, le grand Martin Luther King. Ah ouais, mais le système qui le célèbre est le système qui l'a tué. 50 ans ou 30 ans après avoir mis quelqu'un pendant 25 ans en prison comme Nelson Mandela, ceux qui l'ont mis dans les geôles, ceux qui ont soutenu le régime comme les Américains, là maintenant disent l'icône. Et quand Barack Obama est descendu en Afrique du Sud et qu'il était lui en prison, la famille de Nelson Mandela a dit « c'est mieux que vous ne veniez pas le voir. Parce que peut-être que vous voulez célébrer, mais nous on a une mémoire. On sait d'où vous venez, on sait qui vous avez sauvé. Les 25 ans qu'il a fait de prison, votre silence et votre honte. Donc maintenant venir sur le chevet de quelqu'un qu'on a laissé, alors ça on est des champions. Malcolm X, quand il fait son autobiographie, il sait et il dit « ils vont me tuer », et il sait qu'on va utiliser sa mémoire. Alors on utilise sa mémoire. Gandhi, il a été tué par qui? Ceux qui tuent, ensuite on les célèbre. On instrumentalise même ceux qu'on oppresse. On arrive à les reprendre des années plus tard, on dit « mais oui, c'était un grand homme, mais vous l'avez traité comme un chien. » Oui? Les grands hommes dans votre mémoire ont souvent été les chiens de vos pratiques politiques. Donc à nous avoir un peu de dignité, mais si ça ne vous fait pas frémir, si vous n'avez pas cette conscience-là, posez-vous la question de savoir quelle vie vous avez envie de mener. Parce qu'encore une fois, vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir un titre, vous allez avoir une vie tranquille, mais une vie tranquille sans conscience, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas jusqu'à où on peut aller dans l'indignité. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut se poser comme question dans nos résistances. Inch'Allah, salam alaikum. Merci à Tariq. On ne le remerciera jamais assez pour son dévouement et pour son courage. Et nous lui disons, bien sûr, nous sommes toujours avec toi et derrière toi, Inch'Allah, pour cette noble cause. Et on va peut-être prendre 2 questions, Inch'Allah, 2 questions. Et le régisseur est là. Vous ne le voyez pas peut-être, mais moi je le vois. Alors, Inch'Allah, 2 questions, parce que, voilà, on est pris par le temps. On aurait voulu garder Tariq avec nous toute la nuit, toute la semaine, toute l'année. Les Marseillais t'apprécient énormément. Mais le temps, voilà, on est pris par le temps. Donc, 2 questions, Inch'Allah. Alors, soit, il y a des... Voilà. Ah, vous avez... Tu les as triés un petit peu? Voilà, on va prendre les deux premières. Je te laisse les lire. Bismillah. Et ensuite, Inch'Allah, ils ont réussi à se connecter, alhamdoulilah, tout de suite après, parce que ça fait un moment que les orphelins attendent. Donc on a essayé de le faire. On va essayer de se connecter tout de suite après, Inch'Allah. Donc le professeur Tariq Ramadan va répondre aux questions, Inch'Allah. Et ensuite, il y aura un petit moment de dédicace, il est pris un peu par le temps. Et ensuite, on passera à la vidéo, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Vis-à-vis du fait qu'il s'agisse d'un problème politique, quelles possibilités s'offrent aux citoyens français pour permettre d'arriver à une issue de ce conflit, sinon à peser pour faire changer un peu les choses? Bien, écoutez, parce qu'il s'agit d'une question politique, la possibilité des citoyens français, c'est de s'engager sur la question de façon politique. C'est-à-dire, encore une fois,
il y a plusieurs niveaux. On l'a dit ce matin, je l'ai répété tout à l'heure, il y a tout le travail d'information qu'on doit faire pour soi-même et d'information des gens autour de nous. Informer, c'est politiser aussi, c'est rendre les gens conscients de ce qui est en train de se passer, donc leur dire ce qui se passe. Même aux gens qui ne sont pas là, parce qu'encore une fois, je vous le dis, nous on a eu des salles pleines le jour où il y avait des massacres. C'est comme si on était ému, on vient par émotion. Donc après, il faut informer. Ensuite, il faut, de ce point de vue-là, comprendre que vous avez un engagement politique. Et votre engagement politique, il doit être de deux natures. Il doit être un engagement politique sur les questions. Il faut faire attention à une chose. Beaucoup de citoyens européens, quand ils se sont installés de confession musulmane, ou d'origine africaine, ou nord-africaine, ou d'origine asiatique, ou qui sont dans la deuxième génération, parfois même ils sont allés jusqu'à influencer ceux qui se sont convertis, ou des gens qui sont ici, ont souvent jaugé les responsables politiques sur leur politique internationale. Il ne faut pas faire ça, il faut les deux. Il faut avoir une vraie politique nationale, donc il faut juger de la politique nationale, il faut juger de la politique internationale, mais donc de ce point de vue-là, il est évident qu'il faut, par rapport à la politique internationale, manifester un certain nombre de préoccupations par rapport à la question palestinienne, par rapport à la question africaine. Et donc ça aussi, c'est dans votre engagement, que vous soyez dans un parti ou dans un autre, que vous soyez engagé sur le plan local, le souvenir de cette cause-là, l'information que vous allez transmettre, la position de principe que vous allez défendre, eh bien, il faut l'avoir aussi au niveau de la classe politique. Et vous le voyez aujourd'hui, à droite comme à gauche, eh bien, la question du soutien à la politique israélienne est majoritaire dans les élites politiques, pas forcément dans les populations. Donc à partir d'un certain moment, il faut se poser la question comment on passe du soutien populaire à la transformation des élites qui ne représentent pas, qui sont finalement des groupes, des lobbies, ou qui sont sous l'influence d'un certain nombre de lobbies, et il faut aujourd'hui en parler. Alors moi j'ai rencontré des politiciens français, et souvent les politiciens français, ils veulent me voir, mais il ne faut pas que ça se sache. Parce qu'ils connaissent l'impact de ce discours sur les populations, mais ils disent oui, on se voit et on discute, mais il ne faut pas que ça se sache. Et moi, j'ai aucun problème à les voir. Je veux dire, ils n'ont pas le courage politique, ils assument, mais les voir pour transmettre une compréhension de ce qui est en train de se passer sur le terrain. Et donc, il y en a qui essayent de comprendre ce qui se passe. Et il y en a certains qui parlent, mais ils n'osent pas parler en public. Ils sont tout à fait conscients de ces enjeux-là. Ils savent très très bien. J'ai entendu des propos par rapport à la question israélienne, par rapport à la question palestinienne, chez un certain nombre de politiques. Ils sont tout à fait, ils ont une longue tradition de connaissances par rapport à ça. Et donc, à un moment donné, l'engagement politique changera quand on se rendra compte que les enjeux électoraux sont en train de changer. Au niveau du ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, où vous avez un ministre qui a des visées présidentielles. Il ne le cache pas, il le dit, mais dans son parcours à lui, comme dans le parcours de toute la gauche, on est allé jusqu'à se poser la question de savoir est-ce qu'il y avait oui ou non un vote communautaire en France. Et ça, je le dis pour les gens de la sécurité ou des renseignements. Rapportez les choses comme je l'ai dit, s'il vous plaît, ne déformez pas. Et je salue votre présence en l'occurrence. Donc, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent il n'y a pas de vote communautaire, mais il y a des tendances majoritaires qui peuvent avoir une influence. Il faut vous rendre compte que, sans aller jusque dans l'affinement des détails, parce que c'est interdit par la loi française de savoir quand tu es un citoyen d'origine maghrébine ou musulman, ou chrétien ou juif, comment est-ce que les gens votent, on ne peut pas le faire, c'est interdit par la loi, on ne peut pas avoir ce genre de statistiques, on peut avoir des tendances majoritaires. Mais on est allé jusqu'à se rendre compte qu'au niveau politique, sur la présidentielle, la différence des voix entre le gagnant et le second était de 1,6 million. Et que la tendance des citoyens de confession musulmane était de 1,9 million pour le gagnant. Ça veut dire qu'en fait, cette petite minorité a la possibilité du pouvoir de bascule. Ça peut passer de l'un à l'autre.
Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se rend compte aujourd'hui, avec la montée du troisième parti, le Front National, qu'il y a une partie de la population dont vous représentez une présence qui a la possibilité d'inverser le cours des élections. Tellement aujourd'hui les gens, en fait, plus les clivages idéologiques disparaissent, on ne sait plus qui est à gauche, qui est à droite, on entend Valls, on a l'impression qu'on est à droite, on entend certains à droite, on ne sait pas si on est vraiment un peu encore à droite ou au centre, celui du centre, on ne sait pas s'il est à gauche ou à droite. C'est difficile de savoir qui est qui et où on est. Seule chose qu'on sait, c'est qu'à droite de la droite, il y a effectivement Marine Le Pen qui ne veut plus qu'on l'appelle l'extrême droite, mais qui est un mouvement populiste. Et ensuite, on vous dit que l'UMP est plus au centre de la droite que de l'extrême droite. Mais quand vous écoutez ce qui se dit à l'UMP, vous n'êtes pas très loin de l'extrême droite sur certains domaines. Enfin, plus c'est comme ça, plus on est dans le flou, plus ça va être des questions de personnes. Est-ce qu'on est plutôt pro-Sarkozy? Et en fait, Hollande gagne les élections plus par l'anti-sarkozysme que par la puissance de son discours politique. Et ça, il le sait. Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, sur le terrain, ce qui va compter, c'est des jeux d'alliance. Et tout à coup, votre présence comme citoyen,